Votre enthousiasme est contagieux et on se rend bien compte que vous avez une opportunité journalistique, technique et intellectuelle majeure. Je vais passer la parole à notre rapporteur. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, tout d'abord, une question sur le consortium international. Vous dites que ce consortium est financé par des mécènes. Est-ce qu'on pourrait savoir qui sont les mécènes, s'il vous plaît? Alors je pense qu'il faut s'adresser, parce que j'aurais peur de commettre des erreurs, parce que je pense que ça peut évoluer. D'ailleurs, je crois que alors il faut d'abord que je dise un petit mot des consortiums, des fondations. En fait, ce sont des fondations, c'est peut-être plus compréhensible pour nous en Europe. En fait, ce sont aux États-Unis, il y a quelques dizaines de fondations de ce genre qui font de l'investigation, qui font un travail de journalisme, d'investigation, et qui se revendiquent comme étant totalement indépendantes. Et jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas pu les mettre en défaut sur ce point. Et s'agissant d'ICIJ, les enquêtes qu'ils ont menées prouvent que franchement ils étaient indépendants. Et s'agissant de l'évasion fiscale, je pense que comme les résultats n'étaient pas connus au préalable, évidemment, je pense s'ils avaient pu être en conflit d'intérêts sur quelques points que ce soit, ils ne se seraient pas lancés dans une telle aventure, une telle expérience, sachant qu'on s'attaque vraiment à des intérêts économiques puissants, alors financiers puissants, économiques et financiers. En France, bon, c'est moins le cas, mais vous avez vu les résultats qu'ont donné l'enquête, notamment en Russie, avec l'entourage de Poutine, hein, qui est impliqué dans la mise en place de ces sociétés offshore. Et en Asie, c'est pareil. Voilà, donc des implications politiques bien plus grandes qu'en France. Voilà. Donc, mais s'agissant des mécènes eux-mêmes, comme je crois que ça évolue, et je crois qu'ICIJ était justement en recherche de fonds pour continuer à vivre, parce que comme elles sont en compétition aussi, ces fondations, je préfère les laisser s'exprimer, mais je pense qu'ils sont très transparents et qu'ils ont un site qui est très explicite, très bien fait, sur lequel vous pourrez trouver des choses, je pense. Mais si vous voulez, je vous donnerai leurs coordonnées aussi. Oui, par exemple, les coordonnées de votre alter ego à Washington qui a participé à Offshore Leaks, on serait intéressé d'avoir. Très bien, je vous les donnerai. Alors, deuxième question, quand on met en branle une telle opération, donc plus d'1 an d'investigation, c'est bien ça que vous avez dit? Je corrige, pour la part du monde, c'est 2 mois. 2 mois, Non, mais en amont, vous avez raison, en fait. Hein. Ça a supposé un traitement, parce qu'à la base, c'était des disques durs qui sont parvenus au président du consortium d'investigation. Alors, d'ailleurs, je rectifie qu'il n'était pas président du consortium, il était journaliste d'investigation en Australie. Et c'est à ce moment-là qu'il a reçu les données. Et il a dû attendre, en fait, d'être à la tête de ce consortium américain et d'avoir des moyens financiers pour les exploiter, parce qu'il a fallu convertir les données. Il y a eu tout ce travail informatique que nous, on n'a pas du tout... auquel on n'a pas du tout été associé. Une opération d'envergure qui a mobilisé du temps, du monde, de la compétence, de l'énergie, et vous n'en manquez pas. Mais quel était l'objectif assigné à cette opération, au bout? Pour nous, le monde, vous dites? Vous, le monde, et l'ensemble des intervenants, le Guardian, tous les organes de presse, de télé, radio qui sont... Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'objectif assigné. Il y a juste l'opportunité de participer à une enquête qui dans son contenu, dans sa mise en œuvre, vous avez vu, on a fonctionné en réseau, et il y avait en marge des investigations que chaque journaliste menait de son côté, il y avait un réseau en fait d'échanges, sécurisé, tout cela était très sécurisé, et d'échanges d'informations entre journalistes qui permettaient d'ailleurs d'explorer des pistes à l'étranger. Moi, quand j'ai trouvé des montages de sociétés offshore qui impliquaient des Européens, alors que selon les banques, elles n'auraient pas dû impliquer des Européens, qu'elles avaient été menées depuis l'Asie pour des clients asiatiques, mais quand, en dépit de ce que m'avaient dit ces banques, en remontant le fil, je suis tombée sur des bénéficiaires économiques grecs. On est en plein dans la crise de l'euro et l'évasion fiscale et les problèmes de dette aujourd'hui que rencontre l'Europe. Et du coup, quand je suis tombée sur ces bénéficiaires grecs, j'ai tout de suite interrogé le journaliste grec pour savoir qui ils étaient, etc. C'était des armateurs en l'occurrence. Donc on était en plein dans la problématique. Voilà. Donc je dirais pas qu'il y avait un objectif en fait, si ce n'est l'opportunité de faire notre métier d'une façon, je pense, exemplaire. Et puis avec une matière, comme on le soulignait, qui était extrêmement précieuse et sur laquelle tombe peu d'administration fiscale. Il se trouve que maintenant, depuis les administrations fiscales de plusieurs grands pays, et je pense que tous les pays vont les demander, ont obtenu ces informations. Ça a commencé par les États-Unis,
la Grande-Bretagne et l'Australie. Et la France, évidemment, a demandé à y avoir accès. La France aussi était demandeuse. Et ouais. donc, alors voilà, troisième question. Après la publication, donc, y a-t-il eu des suites de votre point de vue journaliste? Est-ce que donc, l'administration fiscale française s'est intéressée au nom, puisque voilà, nous venons d'auditionner M. Augier. J'imagine que vous êtes tombé sur lui à partir de la société Euran, par exemple, ouais. et d'autres noms. Donc, y a-t-il eu des suites et que va-t-il se passer maintenant? Parce qu'à un moment donné, vous étiez désolidarisé de l'idée d'une publication. Enfin, il y a eu ça chez vous à un moment donné. Il y a eu une mise au point. Que s'est-il passé exactement? Alors, je vous dis les choses comme elles se sont passées. En fait, ICIJ, ce consortium, finalement, je pense que c'est sans doute lié à une recherche de fonds, mais je pense que c'est ça. Mais a décidé, en fait, donc a besoin d'exister, hein, et donc a décidé de publier, mais de manière restrictive, en fait, hein, mais une partie des listes, en fait, et de manière restrictive et pédagogique. Il disait qu'il s'agissait pour tout un chacun, de la même manière que les journalistes avaient accédé à cette information, que cette information devait être publique, en forçant un peu les choses. Et en fait, Le Monde s'est désolidarisé de cette publication parce que justement, ça nous semblait qu'il ne nous avait pas été annoncé. En fait, ils disent que dès le début, ils avaient ce projet-là. Et en fait, c'est une base de données sur laquelle tout le monde peut cliquer et trouver, voir un peu Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les paradis fiscaux qui sont concernés. Enfin, on voit que... Mais en même temps, justement, ça nous a semblé un peu contraire à la démarche qu'ils avaient suivie jusqu'à présent et qui était justement de passer par les journaux, les médias, enfin un grand média par pays dans le monde pour justement exercer notre vrai métier, enfin notre rôle de filtre et passer les informations au travers de notre tamis, quoi, et les vérifier avant de les publier. Et moi j'ai retrouvé en fait du coup dans cette base de données certains noms que j'avais rayés, quoi, parce que comme je vous le disais, c'était des vraies activités économiques et du coup ça me semblait un peu dommage qu'ils aient été publiés comme ça. Bon, ils ont leur logique à eux. Donc on s'est juste désolidarisé de ça, sans remettre en cause tout le travail qui a été fait précédemment et au niveau international. Et la suite, en fait, de cela, j'ignore ce que fait l'administration fiscale. Vous avez eu de contact avec l'administration fiscale depuis la publication des GFIP, des CRI, etc. Non. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites, qui ont été un petit peu plus offensives dans certains pays d'Europe qu'en France. C'est-à-dire que l'administration fiscale a fait savoir, je crois que c'est le cas en Allemagne, mais c'est à vérifier, mais dans divers pays, qu'elle demandait des comptes aux banques, notamment aux intermédiaires financiers. D'autant plus que le G8, tout le monde a signé la déclaration finale. Voilà. Qui est fracassante. D'autant plus qu'il y a effectivement une implication et une impulsion politique donnée par la France, d'ailleurs, au niveau international. On voit ce qu'elle a fait dans la loi française, enfin les projets de loi en préparation, pour justement forcer les banques, quand même, je crois, à publier pays par pays. Oui, mais en fait, si vous voulez, le fait, notamment pour les banques, je sais que le fait que la France ait inscrit cette obligation pour les banques de publier pays par pays la liste des activités, et notamment dans les paradis fiscaux, la liste des activités qu'elles y exercent, les bénéfices qu'elles y réalisent aussi. Je sais que le fait que la France ait fait ça, alors même que l'Europe en discutait, ça a poussé l'Europe, elle a été assez moteur pour le coup dans ça. Voilà, dans le fait, dans la discussion européenne. Et ça a eu pour incidence de faire bouger les lignes en Europe. Et en fait, je crois que pour les entreprises, c'est un peu pareil, sauf que là, la France attend que l'Europe le décide pour les multinationales, ce qui est peut-être un petit peu moins courageux. Et en fait, sinon, je pense que l'administration fiscale, à ma connaissance, n'a pas demandé aux banques des explications. Ou alors c'est resté secret. Voilà. Et la suite de l'enquête, de notre point de vue de journaliste et du point de vue du Monde, c'est en fait ce qu'on suit, c'est en fait toutes les discussions que vous mentionniez, notamment au G8, au G20 Finance de juillet, au G20, au grand G20 de Saint-Pétersbourg à la rentrée, avec des décisions qui sont prises notamment pour favoriser la généralisation et l'adoption par les pays de l'échange automatique de données. Je vais donner la parole à Corinne Bouchot et à Yvon Collin, si vous voulez bien peut-être poser vos questions l'un après l'autre, et comme ça, Madame Michel pourra répondre aux deux questions. Je vous remercie.
Bonjour, merci Madame de votre travail et de nous répondre. J'ai 2 questions qui sont sans lien, quoique. Première question, est-ce que vous avez essayé, avec le recul, de faire la jonction avec le travail de Denis Robert et la partie Clearstream 1, puisque ça n'est pas sans lien avec tout ça. Donc, où en êtes-vous de vos éventuels contacts avec lui? J'avais cru, en lisant votre quotidien, que les relations s'étaient singulièrement rafraîchies, mais ça a peut-être bougé depuis, je suis peut-être mal informée. Deuxième question, sauf erreur de ma part, dans l'édition de cet après-midi, votre quotidien révèle que, si je fais court, tout le monde est surveillé, que tout le monde sait tout sur tout, tout le monde espionne tout le monde, y compris la presse, y compris les politiques, enfin, si on va jusqu'au bout. Est-ce que au moment où vous avez travaillé, j'imagine, vous nous l'avez dit, vous avez pris de grandes précautions, mais est-ce que vous avez eu des raisons de penser qu'il y avait des fuites ou que peut-être certaines personnes auraient voulu se tourner vers vous pour témoigner, pour se justifier, informés de ce que vos travaux avançaient? Ou pour le dire autrement, est-ce que le secret a été gardé à 100% ou est-ce que des personnes ont pu être contactées, notamment d'anciens responsables politiques de stature importante, très âgés, que peut-être vous auriez voulu épargner dans vos travaux? Je pose juste la question. Oui, non. Non, d'abord, je réponds sur cette question-là. On a voulu épargner personne. Enfin, on aurait épargné personne. Et en fait, le fait que notamment le nom de Monsieur Augier ait été cité, c'est parce que justement, il est inspecteur des finances. Il était en responsabilité. Il a assumé un rôle public, en acceptant d'être trésorier de campagne de François Hollande. Mais on a tout de suite précisé les choses en disant que d'abord il ne s'agissait pas, on a découvert incidemment qu'en fait on n'avait pas d'objectif particulier, évidemment, mais on a découvert incidemment qu'il était le bénéficiaire de sociétés offshore. Et du coup, d'ailleurs, il nous a répondu, il nous a reçus longuement et il nous a répondu à tout. Il a été extrêmement transparent. Mais en fait, on a voulu pointer le fait qu'il était en responsabilité et que de ce fait, notre rôle à nous, c'était de souligner qu'il y avait peut-être un décalage avec ça, et puis de pointer peut-être les questions à la fois de l'égalité et les questions d'éthique, puisque ce sont des questions importantes. Bon, donc on a voulu épargner personne. S'agissant des pressions, on n'a eu aucune pression. En fait, tout a été fait pour que la confidentialité soit maintenue jusqu'au 4 avril, en fait. C'était surtout beaucoup de pression, en fait. Et en plus, comme on avait une toute petite équipe très resserrée, et en fait, il y avait, puisqu'on devait avoir des accès limités réservés aux fichiers, avec des codes, une multiplication de codes, etc., même au forum d'échange, tout était très sécurisé. Et du coup, c'est surtout une question de pression. Et voilà, on a trouvé, en fait, on a pu avoir des débuts de pistes politiques, mais qu'on n'a pas pu faire aboutir dans d'autres, mais qu'on n'a pas pu faire aboutir dans le cadre de cette enquête avec les données dont on disposait là. Donc voilà, on peut imaginer qu'il y a des choses qui se poursuivent. Donc vous confirmez l'existence de noms politiques, de noms de personnalités du monde politique que vous avez croisés dans les documents éparses que vous avez vus? Non, je peux pas le dire comme ça. D'accord, donc il n'y en a pas? Non, je ne peux pas vous le dire avec certitude parce que vous avez vu la masse de données telle, voilà, qu'on doit continuer à explorer les choses. Mais donc du coup, je peux pas, ce serait délicat de m'avancer dans des conditions comme celle-là sur des choses dont voilà, je ne suis pas certaine encore, nous ne sommes pas certains encore. D'accord, vous parleriez de présomption? Même pas, je peux pas avancer aucun terme que ce soit, sachant que en plus c'est pas une enquête qu'on mène comme ça de manière unique. Vous savez, en parallèle il y a d'autres enquêtes, il y a des enquêteurs au monde qui travaillent sur des sujets, sur d'autres pistes et qui font de l'investigation. Donc voilà, je préférerais aussi leur laisser la responsabilité de leurs propos et de voilà. Sur la première question, c'était sur Clearstream 1 et les travaux de Denis Robert, est-ce que vous avez fait la jonction ou pas du tout? En fait, je vois pas du tout le lien parce que en fait, la thématique effectivement est assez proche, c'est-à-dire qu'on parle de transparence ou d'absence de transparence plutôt, et que Denis Robert a été effectivement assez précurseur dans le fait de dénoncer l'opacité dans le secteur financier, notamment à travers Clearstream. Mais vous savez, et je crois que les frictions dont vous parliez, en fait, c'était pas... Moi, je suis pas l'auteur des articles, même si j'ai dû en signer quelques-uns, mais sur la façon dont... des articles pédagogiques, en fait, sur la façon dont fonctionnait Clearstream, mais je crois que c'est dû à un papier à l'époque qui a été fait, dont Denis Robert a beaucoup parlé, en fait, sur le livre qu'il avait sorti et qui comportait... Alors, dont le propos est
très intéressant, mais je crois que personne ne le remet en cause, hein, dont le fond, le message doit porter. Voilà. Mais en fait, le livre et l'enquête dont il est question comportaient des inexactitudes. Et Le Monde, en fait, le papier du Monde était critique sur ce point-là en disant voilà, il y a ça, ça et ça factuellement. Voilà. Et on ne peut pas tordre les faits pour leur faire dire une vérité, la vérité qu'on en veut, quoi. Et voilà. Et je pense que c'est ça que M. Denis Robert, voilà, n'a pas admis, voilà. Mais au-delà, on n'a aucune. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de lien. Vous voyez, si ce n'est cette thématique de transparence, mais c'est un peu loin. Juste le lien, je vais le faire. C'était que lui s'était focalisé sur l'exemple argentin, sur les, voilà. Et donc là, vous avez cité la Grèce. Je pense qu'on peut quand même faire le parallèle politique entre la situation, entre les interconnexions, entre situation bancaire, financière, dette souveraine. Je pense que voilà, son travail sur l'Argentine peut-être ne serait pas sans résonance avec ce que vous avez dit sur la Grèce. Je comprends mieux. Yvon Collin. Merci, Madame, de vos témoignages et de tous les renseignements que vous nous communiquez, en comprenant bien que la prudence avec laquelle vous avancez dans un dossier aussi délicat. Plusieurs de nos interlocuteurs, on en a rencontré pas mal, on n'est pas au terme encore de notre travail, mais plusieurs de nos interlocuteurs, notamment certains chargés d'animer des services dont la vocation est de lutter contre la fraude, nous disent que nous avançons et que même on avance à grands pas et que finalement la crise que vit le monde est une chance pour faire avancer cette cause. Mais en même temps, parfois les mêmes nous disent que certains États, au-delà des grandes déclarations qu'ils peuvent faire, pratiquent un certain double langage parce que ces espaces de liberté, entre guillemets, où l'on peut dégager un certain nombre de liquidités, liquidités qui peuvent être des atouts facilitateurs pour certaines affaires ou trafic d'influence, marchés ou autres internationaux. Bon. Et finalement, dans ce double langage, c'est peut-être les grands États qui sont champion du monde. Alors, est-ce que vous partagez ce sentiment du double langage? Est-ce que vous avez aussi ce sentiment et pouvez-vous nous donner votre point de vue sur ce point? Merci. Je pense d'abord que vous avez raison de dire que toutes les crises financières, en fait, sont l'occasion de réformer la régulation, et notamment ces angles morts de la régulation qu'on peut observer voilà, à l'occasion d'affaires ou dans le cadre d'enquêtes comme celle-ci. Mais qu'en fait, ces occasions passent très vite, en fait. Et que très vite, le monde s'en remet à son fonctionnement, on revient plutôt à son fonctionnement d'avant, la crise. Et que les excès, soit les mêmes excès se produisent, soit les dérives financières se déplacent, on va dire, elles changent de forme, voilà. Et on connaît la capacité d'inventivité, en fait, des financiers pour créer des bulles, voilà, voilà, l'ingénierie financière, voilà. Mais du coup, je pense que quand même, il y a eu un. Alors, c'est pas seulement lié à toutes ces affaires, mais c'est lié, surtout d'ailleurs, je pense, à un problème au problème de finances publiques et de disette budgétaire un peu partout. Voilà, les États, quand même, souhaitent. Il y a une volonté qui est vraiment indéniable des États, et même une volonté au-delà de la volonté, c'est une nécessité, quoi, impérieuse, de récupérer de la matière fiscale. Bon, ça, tout le monde le sait, mais du coup, en fait, ça décide de politiques de régulation nouvelles, quoi. Et du coup, les États-Unis, on l'a vu, ont été vraiment moteurs. Alors, je crois qu'il faut différencier la chasse à la fraude des particuliers ou à l'évasion fiscale des particuliers, puis la chasse à la fraude des multinationales, en fait, parce qu'il y a des intérêts économiques qui sont supérieurs. Et puis, on le sait, c'est l'essentiel de la fraude fiscale. Des montants de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. Voilà. Mais en même temps, on le voit dans les grandes instances internationales. L'OCDE, du coup, a repris tous ces combats-là, ces chevaux de bataille des années 60 qui étaient peu suivis des faits par les politiques. Et du coup, maintenant, qui trouvent une résonance forte, je pense à l'échange automatique de données. D'abord, l'échange automatique de données
à la demande qui a été mis en place et qui maintenant l'échange automatique, l'échange de données à la demande, donc en cas d'enquête de l'administration ou du fisc d'un pays étranger, qui a été mis en place dans un premier temps assez largement. Donc ça, c'était notamment le mouvement, vous vous en souvenez, de 2009, après la crise financière, le fameux G20 d'avril 2009 à Londres. Voilà, et là il y a eu un vrai mouvement qui s'est engagé, et maintenant on voit tous les mouvements, et là je crois, enfin c'est pas fin puisque ce sont des engagements qui sont pris publiquement, c'est tous les pays qui s'engagent à passer à l'échange automatique de données, voilà, et même les paradis fiscaux. Et là c'est intéressant parce que, et le fait d'ailleurs que ça se passe au niveau de l'OCDE est intéressant parce que c'est un échelon approprié, semble-t-il, pour ce que disent tous les négociateurs, Voilà, et c'est l'échelon approprié parce qu'on voit comment l'Union européenne, en son sein, peine à, ne serait-ce que sur la directive sur la fiscalité de l'épargne, à la faire évoluer vers d'autres revenus. Et la règle de l'unanimité au sein de l'Union européenne sur les questions fiscales. Qu'est-ce qu'on attend pour changer cette règle? Si véritablement il y a une volonté politique de mettre fin à tout cela, voilà une première mesure facile à prendre. Sans doute. Ça n'engage que moi. Et en fait, là, au G8, donc là, moi, j'étais au G8, en fait, qui est une instance dans laquelle, qui est très resserrée, au G8 d'Irlande du Nord. Et en fait, bon, la question de la Syrie a évidemment prédominé, de fait. Et c'était surtout un G7 contre la Russie, d'ailleurs, sur ces questions-là. Mais sur la question de l'évasion et de la fraude fiscale, le G8 était à l'unanimité, d'accord, très allant pour engager les choses et donc à réaffirmer des principes. Et c'est beaucoup plus facile, en fait, ce que disent les diplomates, c'est dans cette instance resserrée que peuvent se prendre des vrais engagements politiques qui, après, sont transmis au G20. Donc, du coup, je pense que sur ce terrain-là, c'est important ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le fait que David Cameron, qui était l'hôte, est enrôlé ces territoires d'outre-mer, ces dépendances, dans cet échange, dans les conventions fiscales, nouvelle version OCDE, là, c'est-à-dire échange automatique de données, à terme. Du coup, c'est un signe très très important puisque on voit que ce sont les paradis fiscaux qui dépendent du Royaume-Uni qui sont très souvent cités dans tous ces montages dont on parle. Voilà, donc je pense que il y a vraiment à la fois un mouvement politique qui s'amorce et qui est très très intéressant à observer. Voilà. Je vais donner la parole à Michel Bécaud. Merci de votre exposé. Je voudrais vous reposer une question. Dans cette fameuse shortlist, vous dites que certaines sociétés commerciales, vous ne pouvez pas les citer, ne peuvent pas être citées. Alors, pourquoi, d'une part? Et puis, deuxièmement, est-ce que vous recevez, fréquemment non, mais de temps en autre, des témoignages de sociétés ou de personnes qui viennent vous rencontrer et vous dire, je ne veux pas vous dire qu'ils font un mandat honorable, mais vous dire, voilà ce qui existe vraiment, et pouvez-vous quand même faire quelque chose de le faire sortir. Et enfin, vous nous dites que les États-Unis sont le moteur, un moteur sur le plan mondial de la dénonciation de la fraude, et que le G8 semble être vraiment le lieu où on peut traiter cela dans l'avenir. Il y a vraiment un espoir. Oui, alors sur cette question, en fait, je disais ça parce que le G8, en fait, ce sont des discussions. D'abord, c'est du principe. On n'est pas ce sont des accords de principe, en fait, des engagements de principe. Et c'est pour ça que, le G8 donne l'impulsion. Et donne l'impulsion au G20. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Et évidemment, les chefs d'État, en plus, il y a moins d'équipes autour d'eux. Et ils discutent, semble-t-il, disent les diplomates, de manière beaucoup plus frontale, en fait. Et les échanges sont plus tranchés. Et du coup, c'est plus facile de prendre des décisions à 8 qu'à 20. Et après, donc l'impulsion politique, en même temps, il y a les grands pays dans le G8. Donc en fait, l'impulsion politique, si elle est donnée par le G8, c'est très important pour la suite des choses, semble-t-il. Donc je pense que oui, on peut considérer que les choses avancent. Vous parliez après, la première question, c'est portée sur, les sociétés économiques, voilà. Alors pourquoi? Oui, alors je reviens en fait sur mon explication, en fait, qui était peut-être pas très claire. En fait, si vous voulez, l'enquête qu'on a conduite,
donc, a permis de mettre au jour 122 000 au niveau mondial, 122 000 sociétés offshore. Donc ces sociétés offshore, c'est des sociétés qui ont soit le statut de trust, soit le statut de compagnie financière internationale, le plus généralement pris, et qui en fait, dont la finalité est bien de dissimuler. On ne sait pas qui est le propriétaire final, réel en fait, le bénéficiaire économique réel de ces sociétés. En fait, dans le cadre de l'enquête qu'on a pu faire, et notamment dans le cadre de l'enquête sur les non-français, des vérifications, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, certaines sociétés, en fait, abritaient de vraies activités économiques, c'est-à-dire qu'elles exerçaient une vraie activité économique soit en Asie, soit pas dans le paradis fiscal évidemment, elles y étaient pour bénéficier d'une fiscalité avantageuse ou nulle, mais en fait elles portaient en fait de vraies activités économiques, par exemple d'import-export. Par exemple, je vous cite un entrepreneur dans le nord de la France qui fait du textile. Et en fait, au début, donc, j'enquête sur le sujet et je me rends compte qu'il avait construit des sociétés en Asie, à Singapour et puis dans quelques paradis fiscaux. Et en fait, en interrogeant, d'abord en démontant les sociétés, elle n'avait pas, c'était pas aussi sophistiqué que certains montages très complexes, opaques. On voyait que la volonté de dissimuler était moindre, elle paraissait moindre. Et en interrogeant, en regardant en fait à quoi correspondait, en allant sur les registres du commerce qui existent, etc., en interrogeant à l'étranger des responsables, je me suis rendu compte que c'était des vraies activités d'import-export, qu'en fait, c'était des liens commerciaux réels, quoi. Et du coup, c'est pour ça que quand on vous parle de sociétés réelles, c'est des sociétés qui ont de vraies activités économiques et dont le but n'est pas juste d'éluder l'impôt, quoi. Donc voilà. Et s'agissant, les témoignages de repentis en quelque sorte. Oui, en fait, ce qui était intéressant, c'est que du coup, notamment après cette enquête, mais je pense que ça doit être le cas à chaque fois qu'on travaille sur ce genre de sujet. En fait, j'ai eu des tas de mails de personnes, de lettres, de personnes, de financiers en fait, qui avaient contribué à mettre en place des montages opaques et qui, souvent retraités en fait, donc c'est pas une légende ce fait-là, c'est des repentis qui disaient voilà, moi j'ai fait ça, je pense que ça n'a pas été forcément déontologique et éthique, j'étais pris dans le système et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte, notamment parce qu'il y a eu cette crise financière, cette déflagration, on sait bien les fameux subprimes 2007, etc., on sait bien que les paradis fiscaux sont aussi l'occasion, parce que ce sont des lieux non seulement qui offrent une fiscalité avantageuse voire nulle, mais qui offrent aussi une régulation quasiment inexistante, et donc sont le lieu idéal pour loger des activités assez créatives, on va dire, en matière financière, de produits dérivés, etc. Et du coup, et certaines, donc on a eu pas mal de mails. Alors, alors c'est compliqué après parce que c'est des opérations anciennes et puis les personnes n'ont pas forcément la preuve des choses. Mais en tout cas, c'est intéressont dans ce que ça dit des choses et de la responsabilité des personnes qui, quand elles sont en poste et travaillant pour un intermédiaire financier, ont le sentiment qu'elles font leur devoir et qui, une fois que les choses sont révélées, que les scandales éclatent, prennent la mesure des choses, quoi. Notre rapporteur a encore quelques questions à vous poser, madame. Oui, je voudrais, pour terminer, revenir au cœur du sujet, à savoir le rôle des banques. On a auditionné la semaine dernière votre excellent collègue Marc Roche, qui connaît parfaitement la sphère financière, qui connaît parfaitement la City, la finance anglo-saxonne qui tente à dominer. Et il nous a dit à un moment donné, pour faire de l'évasion, il y a 4 ingrédients. Il y a un client, un avocat, un paradis fiscal et une banque. Donc, dans les observations que vous avez pu faire et les travaux que vous avez pu mener, comment décririez-vous le rôle des banques, dont on sait notamment les banques françaises, mais pas seulement, mais les banques françaises détiennent des filiales très nombreuses dans les paradis fiscaux dans le monde. Donc, comment ça fonctionne? C'est une prise de contact, c'est des transferts de fonds, quelle est l'articulation à partir de la banque française sur le territoire concerné, qu'il soit îles Vierges britanniques, Bahamas ou autre. Voilà. J'aimerais bien que vous décriviez précisément le montage et le rôle des banques dans ces affaires. Très bien. Alors, dans ce qu'on a pu observer, je tiens d'abord à préciser, puisque c'est une question qu'on a beaucoup eue après la publication de l'enquête, qu'on a cité en fait surtout le nom de 2 banques françaises, BNP Paribas et le Crédit Agricole. Et en fait, mais c'est vraiment parce que ce sont les noms de ces 2 banques qui sont ressortis, on peut le dire comme ça, dans les fichiers auxquels on a eu accès. C'est-à-dire que ces 2 banques avaient fait appel
à des prestataires de services, c'est-à-dire qui mettent en place ces fameuses sociétés Quick Company en 48 heures avec prête-nom, hein, donc dirigeants, actionnaires fictifs. Qui ont des liens avec les banques en question ou... En fait, ça se passe de cette façon-là. Donc, je vous dis que pourquoi déjà BNP Paribas et Crédit Agricole, c'est parce que en fait, elles étaient dans les fichiers. Et je pense que toutes les banques, enfin tout le monde le sait, toutes les banques, toutes les grandes banques internationales fonctionnent de cette façon-là. Voilà, donc c'est aussi le hasard enfin pas le hasard, mais c'est la nature de la base de données qui a fait que ces deux banques se sont retrouvées dans nos fichiers. Et, voilà. Et en fait, précisément, en fait, par exemple, les fichiers d'ICIJ, là, s'agissant de BNP Paribas, on a reconstitué 56 montages de sociétés offshore internationales qui ont été créés à partir des filiales de BNP Paribas à Jersey et en Asie, notamment à Singapour. Elles ont été créées, donc ces sociétés offshore, à partir des filiales en Asie ou à Jersey, aux îles Vierges britanniques, aux Samoa, aux Seychelles, à Hong Kong et à Singapour. C'est ce qu'ont dit les fichiers, ce qu'ont révélé les fichiers. En fait, concrètement, un client qui veut passer par une banque française va à Jersey ou en Asie, est venu, hein, je ne vais pas dire va, puisque les banques disent que ce sont des pratiques qui n'ont pas cours, en tout cas pour les Européens. Elles le font pour les clients asiatiques, mais elles ne le font pas pour des Européens, sachant que la loi interdit aux Européens voilà. Et du coup, les banques en question ont été sollicitées par des clients. Donc, on a vu que c'était soit des Asiatiques, soit des Européens, à partir dans leur filiale en Asie ou à Jersey. Et ces clients leur ont demandé en fait de monter des sociétés offshore. Les banques, n'ayant pas la compétence elles-mêmes, ont fait appel à des prestataires de services financiers, donc deux sociétés qui se sont retrouvées dans nos fichiers là, et qui s'appellent notamment Portkelis, TrustNet, mais il y a des tas de sociétés comme cette société-là. En fait, ce sont des sociétés spécialisées dans le montage de sociétés rapides. Donc PTN et PTN en français et CTL. Et ces sociétés CTL. Oui, c'est Commonwealth Trust Limited. Oui, c'est ça. Mais vérifiez-le, hein, je préfère. Et le nom développé. Et en fait, donc les banques sont passées par ces deux prestataires de services pour que ces prestataires créent des sociétés rapides au nom de leurs clients. Et donc, du coup, ça veut dire que dans leur fichier, les banques françaises en Asie voient que savent, en quelque sorte, que ces sociétés ont été créées. Donc, elles connaissent l'identité du client final. Elles sont censées vérifier. C'est ce qu'elles disent. Hein. Nous, on a fait toutes les vérifications sur le client final, en s'assurant qu'il est notamment asiatique et non pas européen. Mais il se trouve que notre enquête a prouvé le contraire, qu'il y avait des Européens parmi les clients des banques françaises. Elles disent que ce n'est plus le cas, je le précise. Hein. Donc voilà, ce message, on ne l'a pas vérifié parce qu'on ne dispose pas de données postérieures à 2010. Donc, et les banques disent que c'est en 2010 qu'elles ont arrêté de le faire, ou en 2011. Enfin, elles ne sont pas très précises sur la date. En même temps, elles ne peuvent pas le dire, mais qu'elles se sont rendues compte que certains clients qui étaient venus, qui étaient prétendument des clients asiatiques, étaient en fait domiciliés en Europe et qu'elles ont depuis durci leur contrôle. Voilà, Les 56 montages concernent BNP d'abord seulement. Alors, 56 montages pour BNP Paribas, mais dans les fichiers. Hein, donc voilà. Le Crédit Agricole, lui, c'était 36 sociétés créées à partir de sa filiale en Suisse, Crédit Agricole SA, par l'intermédiaire, donc d'abord filiale en Suisse et filiale en Asie. Donc la filiale suisse du Crédit Agricole par les mêmes filiales suisses de ce Crédit Agricole en Asie. Voilà. Donc c'est toujours à peu près le même circuit. Donc c'est loin en fait. Ce qu'on peut quand même observer, c'est que c'est loin des régulateurs européens, a fortiori français. Et d'ailleurs, mais je pense que c'est une question sur laquelle vous avez travaillé parce que la question des moyens et d'investigation du régulateur français et des régulateurs européens en général est une vraie question, quoi. Parce que notamment, je me souviens du témoignage de l'audition en fait, de Daniel Nouy de l'autorité de contrôle prudentiel qui a pointé avant l'examen de la loi bancaire, qui a pointé en fait le fait que l'ACP était limité dans ses missions d'investigation
par la loi, qui ne donnait pas de fondement légal à ces missions réalisées dans certains pays étrangers. Et notamment, l'ACP, Madame Nouy, a souligné le fait qu'elle est tombée sur une banque française qui avait des activités apparemment, dont l'ACP aurait aimé vérifier la réalité, la légalité, dans un paradis fiscal, et que la mission qui a été conduite n'a pas pu être menée à terme parce qu'elle n'avait pas de fondement légal. Je pense que la loi bancaire a corrigé cela, mais voilà. Mais en tout cas, la question des moyens se pose parce que c'est loin, en fait, les paradis fiscaux. Et alors, je peux vous citer en exemple, par exemple, dans ce gros dossier que j'ai là. En fait, cette société, exemple, simplement pour que vous voyez concrètement les choses, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des conclusions de manière générale, et puis en même temps, c'est important de s'en tenir aux faits. Et voilà, donc de donner à voir. Par exemple, BNP Jersey Trust Corporation Limited, donc qui dépend de BNP Paribas, donc a été un prestataire de services pour la constitution de sociétés offshore, donc opaques, aux îles Vierges britanniques. Et par exemple, je vous cite le cas d'une société, je vous la montrerai. En fait, le nom, elle s'appelle Triple 888 Fortune Limited, je le prononce avec un accent français, qui présente, alors au niveau des administrateurs qui sont des administrateurs fictifs, là, domiciliés à Jersey, aux îles Vierges, aux îles Caïmans, à Jersey encore. Voilà, là, ce sont pour les administrateurs, c'est-à-dire les dirigeants de la société, qui sont, après vérification des dirigeants fictifs, et qui sont répartis partout dans le monde. Et au niveau des actionnaires, c'est une société qui s'appelle UBS Nominees Limited. Donc Nominees, vous savez, c'est la traduction de prête-nom, qui est située à Jersey et qui donne elle-même une adresse au Caïmans. Une autre, et voilà, et Jersey. Enfin voilà. Et voilà, le montage, en fait, il s'agit d'un montage opaque par excellence et qui, on saute d'un paradis fiscal à l'autre. Quels sont les ayants droit dans les cas que vous citez, par exemple? Alors là, les ayants droit, j'ai que le montage, j'ai pas la. Je suis désolée, ouais, c'est dommage, mais je dois pouvoir le retrouver. Je vous donnerai la réponse. Oui, on serait intéressé effectivement de recevoir ça. Voilà, mais je peux vous montrer les montages sur lesquels j'ai travaillé. Oui, je vais passer la parole à Charles Revet. Merci, en m'excusant auprès du rapporteur, mais j'avais demandé un peu avant. La présidente a dû être. Comment dirais-je, voilà, mais c'est certain, on voit que vous avez beaucoup de passion dans ce que vous faites et ça doit être passionnant. 3 questions simplement. Vous avez dit que le consortium était financé par du mécénat. Alors je sais bien qu'aux États-Unis il y a beaucoup de mécénat, mais enfin quand même, est-ce que vous avez cherché si derrière le mécénat il y avait aussi des idées quand même directrices pour trouver quelque chose, c'est-à-dire on peut financer des gens pour qu'ils cherchent, mais parce qu'il y a des intentions derrière. Est-ce que vous avez essayé d'avancer là-dessus? Deuxième point, qu'est-ce qui explique que, finalement, c'est une affaire internationale, que les États ne se soient pas plus investis pour travailler là-dessus? Parce que c'est quand même les États qui perdaient toutes les ressources qui étaient cachées dans tous les lieux que vous avez cités il y a un instant. Peut-être un point, vous nous avez dit que vous n'étiez pas législateur, mais quand même on a compris que derrière, il serait peut-être intéressant que le législateur travaille pour essayer de modifier un cours des choses. Et il serait intéressant, parce qu'on est législateur, mais on a besoin aussi d'informations, qu'on ait quand même quelques peut-être orientations, si c'est possible, pour dire que ce serait bien que vous travailliez tel ou tel domaine en particulier. Puis, dernière question. Est-ce que vous avez reçu des mails pour vous dire tiens, il y a telle et telle chose? Est-ce que vous en avez eu d'autres pour faire un peu pression pour éviter que les choses se diffusent? Non. On a subi aucune pression. Ça peut paraître curieux, mais en tout cas, je pense que la presse travaille de manière indépendante en France. Et pourtant, derrière tout ça, il y a quand même. Les pressions s'exercent sans doute de manière plus diffuse, mais en tout cas, directement,
on n'a subi aucune pression. Et s'agissant d'ICIJ, mais je préfère là encore... alors, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, tout cela est très transparent. Je pense que, interrogez ICIJ, ils vous donneront la liste de leurs donateurs, mécènes, etc. Hein, je pense que là, il n'y a pas de loup. Non, mais je ne dis pas. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir comment c'est. Et culturellement, en fait, c'est assez. Des sommes fabuleuses quand même pour engager tout ça. Non, mais vous avez raison, c'est une question qui est très importante, mais voilà, je pense qu'on peut tout à fait la traiter. Et vous disiez, oui, les États, pourquoi parce que justement, ils n'accèdent pas à cette information-là, et les administrations fiscales disent qu'elles butent sur ces... elles ne trouvent pas en même temps le nom de la société, les dirigeants actionnaires fictifs et le bénéficiaire économique. Donc, souvent, elles ont une information, et puis si la personne ne passe pas aux aveux, c'est impossible pour elle de remonter le fil. Enfin, ça va l'être davantage. Hein. Ça va l'être davantage parce que dans le cadre de l'échange automatique, la question là se posera sans doute dans une moindre mesure. Puis la coopération entre administrations quand même fonctionne un petit peu, fonctionne mieux, quoi. Mais vous n'avez jamais pensé à prendre contact avec l'administration fiscale? Je veux dire, à votre place et à la leur, nous défendons tous, et nous-mêmes, l'intérêt général. Donc, si c'est un peu la démarche qui vous guide, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes posé la question de savoir, ce ne serait pas intéressant de rencontrer des personnes en charge du sujet? On rencontre en fait tous les spécialistes. J'ai rencontré notamment pour faire cette enquête. Quand je vous dis qu'on a travaillé seul et dans le cadre d'une plongée sur les documents, en fait, on a évidemment travaillé sérieusement, le plus sérieusement du monde, et en faisant notre travail, c'est-à-dire en sollicitant sur les montages de manière théorique, sur tous les montages sur lesquels on a pu tomber, en fait, les spécialistes de la lutte contre la fraude fiscale au niveau international, et de façon à voir si les questions de légalité, les questions d'éthique qu'on se posait étaient partagées, étaient opportunes, partagées. Voilà. Et si les montages, et quelles questions d'ailleurs de légalité posaient, d'éthique éventuellement, mais ça c'est pas une affaire d'administration fiscale, l'éthique. Mais en fait, je suis allée, si vous voulez, c'était essentiellement une enquête dans les fichiers, mais c'est vrai que je suis allée recueillir les fichiers parce que c'était très sécurisé tout cela, et je suis allée recueillir les données, une partie des données informatiques, puisque là, pour une autre part, j'ai accédé à distance. En Espagne, où il y a une correspondante permanente d'ICIJ, donc à Madrid. Voilà. Ça vous ennuierait de nous donner certains documents que vous avez évoqués là? Je pense pas, non, puisque ce sont des documents de travail et qu'on a publiés. Voilà. En fait, non, je peux vous les donner, cela, il n'y a aucun problème. Et s'agissant en fait des failles, alors moi je ne vais pas parler de réponse, puisque comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un peu réfléchi sur la nature du témoignage que je voulais vous apporter. Et du coup, je pense qu'il y a quand même effectivement quelques failles qu'on peut souligner dans la législation et la régulation du secteur bancaire et financier, mais qui sont en train d'être traitées, puisque tout cela évolue très vite, donc au niveau international comme au niveau des États eux-mêmes, qui avancent plus ou moins vite. Mais la France avance sur ces questions. Je crois qu'il y a une question qui a été abordée au G8 qui est très importante, c'est le fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de registre des sociétés offshore. Ça, c'est très très important parce que, et sachant que ces sociétés n'ont en plus aucune obligation comptable, donc il n'y a aucun moyen de connaître de savoir ce qui s'y passe, sauf à interroger, c'est ce qu'on disait, les propriétaires réels pour savoir s'il y a derrière de réelles activités économiques. Donc le fait qu'il n'y ait pas de registre, ça contribue à cette opacité. Vous avez vu que le G8 a validé un accord politique en ce sens pour que les États agissent en fait et constituent des fichiers. Alors ça suppose en fait, mais là c'est des questions que vous avez dû déjà aborder, j'imagine, ça suppose en fait des obligations déclaratives nouvelles et renforcées de la part non seulement en fait des particuliers, des entreprises, mais aussi des intermédiaires financiers. Ça c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que voilà, si les banques étaient tenues de déclarer tous les montages financiers, les avocats, cabinets d'avocats, etc., tous les montages financiers de manière tout en qu'elles constituent, déclarés à l'administration fiscale par exemple. Évidemment, elles peuvent invoquer la protection des clients, mais ça permettrait le fait de le déclarer au fisc.
ce serait pas les publier et ça mettrait pas en péril ce principe. Enfin, la confidentialité. Enfin, voilà. En tout cas, ce serait pas public, quoi. Bon. Et du coup, voilà. Donc, ces obligations déclaratives, hein, je pense que ça, c'est ce qu'on peut observer. Bon, la question des listes noires, je pense que bon, c'est un peu peut-être au-dessus des questions que vous traitez là dans votre commission, mais les listes noires, les fameuses listes noires de l'OCDE, qui devrait être réactualisée en 2014. On se souvient de la liste noire de 2009 qui avait été sitôt établie, vidée de son contenu parce qu'il y avait eu des engagements des États qui ont été suivis des faits. Après, il faut voir si, c'est-à-dire que les États sont engagés à échanger à la demande, même les paradis fiscaux, des informations et donc du coup sont sortis des listes. Et maintenant, l'OCDE qui supervise ce travail et cette liste est en train de voir si ça fonctionne dans les faits. Et donc peut-être qu'en 2014, on aura une nouvelle liste noire. Et c'est vrai que et là, je pense que tout à l'heure, monsieur le rapporteur, vous souleviez une question qui est que l'Union européenne, en son sein, est bloquée par la procédure ou bien certaines... Voilà. Et en fait, et là, l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a, alors je ne sais plus quel est l'article, mais il y a un article de loi qui dit que, en fait, l'Union européenne ne peut pas désigner en son sein des moutons noirs, en fait, vous savez, donc et inscrire fichier tel un pays de l'Union sur une liste nationale. Alors j'ai vu que là, on a été mis au courant que la France envisage peut-être de revoir, aimerait que ce principe soit revu. Enfin, d'après ce que j'ai compris, des échanges qu'on a pu avoir avec le ministre de l'économie et des finances. Et voilà, je pense que le passage à l'échange automatique de données, c'est aussi une orientation que prennent tous les pays et qui va dans le sens de la fin de l'opacité. Voilà. Là, tout à l'heure, je vous l'ai dit, mais la France a assez moteur dans cette évolution. Et l'autre jour, j'ai fait un article dans Le Monde pour dire qu'Andorre était un peu sous la pression, on va dire, de la France. Andorre, dont François Hollande est coprince, laïque, en fait, et qui est en train d'adopter une politique fiscale nouvelle, donc des impôts nouveaux en fait, notamment un impôt sur le revenu qui n'existait pas. Et je crois que l'idée ce serait que la France, que François Hollande aimerait l'annoncer pour le G20 peut-être, que la France en fait puisse annoncer peut-être qu'Andorre passera un jour à l'échange automatique de données. Alors il reste la question de Monaco. Et puis les obligations déclaratives, donc l'obligation pour les banques de déclarer les montages auxquels elles participent. Et puis les comptes bancaires, c'est quelque chose dont qui semble aussi important, c'est les comptes bancaires ouverts dans leur filiale à l'étranger et pas seulement... voilà. Et du coup... et puis il y a la question, mais je crois que c'est une question qui a été traitée par M. Galut, en fait, dans le cadre du projet de loi contre la fraude fiscale. C'est la question de la responsabilité pénale des intermédiaires financiers. Voilà. Et puis, écoutez, voilà, je crois que ce qui est important à dire, c'est une idée qu'il faut souligner. Et tout à l'heure, vous disiez, est-ce que vos investigations, est-ce qu'elles ont un sens, un objectif, une finalité? Je pense que la finalité, qui pourrait être que en fait, l'économie de marché, ça fonctionne avec de la transparence et que c'en est même un des principes fondateurs. Et voilà. Donc, voilà, je pense qu'à ce titre-là, c'est intéressant. Voilà, je conclurai pour ma part en citant l'excellent Friedrich Engels qui disait « La preuve du pudding, c'est qu'on le mange ». Ça, c'est vraiment le mot de la fin. Je voulais simplement vous remercier d'être venu. Je pense que la Commission aura à cœur sans doute de vous entendre à nouveau au moment où nous aurons presque clôturé nos travaux pour faire un petit point. J'en aurais fini en vous disant que s'agissant des schémas d'optimisation fiscale, ils sont dans notre viseur, mais que nous avons du mal... le rapporteur et moi-même, notamment à transformer les essais, notamment dans la loi bancaire, où nous n'avons pas réussi à faire adopter ces dispositions, mais que nous ne renonçons pas. Je vous remercie infiniment d'être venue, madame. Merci beaucoup.